Je suis restée figée alors que toute la salle de réception éclatait de rire. La mariée de mon frère venait de me traiter de triste mère célibataire, et ma propre mère avait ajouté que j'étais comme un produit de déstockage avec une étiquette déchirée. Mon visage brûlait, mes mains tremblaient, puis mon fils de 9 ans s'est levé et s'est dirigé vers la scène. Ils ne l'ont pas vu venir. Je suis restée figée alors que toute la salle de réception éclatait de rire. 200 invités, open bar, des roses blanches sur chaque table. Le mariage de mon frère et sa toute nouvelle épouse venaient de me qualifier de marchandise défectueuse dans un micro ouvert. La coupe de champagne dans ma main était encore fraîche. Je me souviens très bien de ce détail. La condensation contre mes doigts. La façon dont les bulles continuaient de monter alors même que mon visage s'empourprait. Et le bruit de ces 200 personnes qui riaient pesait sur moi comme un poids physique. Chloé était toujours au micro, une main posée sur la poitrine comme si elle allait pleurer à force de trop rire. Aurélie choisit toujours les mauvais hommes, a-t-elle dit en souriant à la foule. Personne ne veut ramener chez soit une triste mère célibataire. La salle a de nouveau éclaté de rire. Et puis, ma mère, ma propre mère, dans sa robe bleue poudrée qui avait coûté plus cher que ma facture d'électricité mensuelle, a essuyé des larmes de ses yeux. De vraies larmes de rire. À ce stade, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende, elle est comme un article en solde avec une étiquette déchirée. Nouveaux éclats de rire. J'ai baissé les yeux sur ma robe. J'avais passé 3 heures à me préparer. J'avais payé un supplément de 50 € pour que l'assiette de Léo contienne une option sans gluten, car le traiteur facturait un surcoût. Je ne voulais pas qu'il reste assis là à manger de simples petits pains nature pendant que tous les autres dégustaient le pavé de saumon. Léo, me suis-je tournée vers lui. Mon fils de 9 ans était assis 4 places plus loin et me regardait. Il avait entendu chaque mot. Sa petite mâchoire était serrée. Ses yeux étaient sombres d'une manière que je n'avais encore jamais vue chez lui. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus vieux, quelque chose qu'un enfant de 9 ans ne devrait pas avoir à ressentir. J'ai secoué la tête en sa direction. Ne fais rien. Il a détourné le regard. Les toasts ont continué. Quelqu'un a raconté une anecdote de golf. Les verres ont été resservis. La plaisanterie à mon sujet s'est dissoute dans le bruit d'eux. Font comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien. Un bref détour dans la soirée. Une réplique amusante. L'assemblée était déjà passée à autre chose. Et, depuis la table d'honneur, Chloé a croisé mon regard. Elle a souri. Douce. Innocente. L'image même de la mariée rougissante. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Ce clin d'œil s'est enfoncé dans ma poitrine comme une lame. Ce n'était pas l'effet du vin. Ce n'était pas un lapsus ou une blague de mauvais goût pour laquelle elle se serait excusée sur le parking. Ce clin d'œil m'a tout dit. Elle l'avait planifié. Je dois faire un retour en arrière, car vous devez comprendre qui j'étais en entrant dans ce mariage, et qui était Chloé, pour que tout ce qui s'est passé ensuite prenne son sens. Je m'appelle Aurélie Mercier. J'ai 34 ans. Je suis infirmière diplômée d'État au CHU Édouard Herriot, où je travaille de 6 heures à 14 heures dans le service d'orthopédie. 3 jours par semaine, j'effectue également des gardes du soir dans un centre de soins de garde. Je suis payée 35 € de l'heure, versée chaque fin de semaine. Aucun avantage social supplémentaire, mais des horaires suffisamment corrects pour que je puisse récupérer Léo à son entraînement de football avant 18 heures. Je suis mère célibataire depuis 7 ans. Le père de Léo, un homme
prénommé Julien sur lequel je ne m'étendrai pas plus que nécessaire, est parti. Quand Léo avait 2 ans. Il verse la pension alimentaire obligatoire de 250 € par mois et se présente à environ un anniversaire sur 3. Léo a cessé d'espérer pour les 2 autres. Mon frère Mathieu a 3 ans de moins que moi. Il est chef de projet dans un cabinet d'immobilier d'entreprise, gagne bien sa vie et a toujours été, du moins, aux yeux de ma mère, celui qui avait tout réussi. Il a acheté sa maison à 28 ans. Il conduit une BMW série 5. Il n'a pas un enfant de 9 ans. Avec une étiquette déchirée. Il a rencontré Chloé Hébert 18 mois avant le mariage lors d'un afterwork de son entreprise. Elle travaillait dans les relations clients, ce qui est une façon élégante de dire qu'elle était exceptionnellement douée pour donner aux gens l'impression d'être important. Mathieu a été ébloui. Il l'a demandé en mariage au bout de 10 mois, ce qui a fait pleurer ma mère de joie dans son verre de pinot gris. J'ai rencontré Chloé pour la première fois à Noël, 8 mois avant le mariage. Elle était soignée, chaleureuse et riait à toutes les plaisanteries de Mathieu. Elle m'a également observé d'une manière que j'ai immédiatement remarquée et gardée en mémoire. Ce genre de regard évaluateur qui remonte de vos chaussures vers le haut, puis s'arrête quelque part près de votre oreille gauche, comme si elle avait déjà catalogué tout ce qu'elle avait besoin de savoir et ne faisait que confirmer ses conclusions. Mathieu m'a tellement parlé de toi, m'a-t-elle dit en me prenant dans ses bras dans la cuisine. En bien, j'espère, ai-je répondu. Elle a souri, et il y a eu une pause d'une demi-seconde avant qu'elle ne dise, bien sûr. Cette demi-seconde, je m'en souviens. Je m'étais dit que ce n'était rien. La fête prénuptiale a eu lieu en février dans une salle de réception louée dans le quartier de ma mère. Ma mère l'avait co-organisée avec la sœur de Chloé. On ne m'avait pas demandé de participer à l'organisation. On m'avait simplement demandé d'apporter de l'eau gazeuse. J'ai apporté 3 packs de San Pellegrino. Et une carte faite à la main que Léo avait décorée au feutre parce qu'il voulait participer. Chloé m'a remercié pour l'eau, a posé la carte face cachée sur la table des cadeaux et est passée à autre chose. Lors de la fête, j'ai surpris Chloé en train de dire à un groupe de demoiselles d'honneur, les 4 femmes qu'elle avait choisies, dont aucune n'était moi, ce qui me convenait, je le comprenais tout à fait. Je l'ai entendu dire de cette voix enjouée et bavarde de quelqu'un qui sait qu'il joue un rôle mais s'en moque. Aurélie est la sœur aînée de Mathieu. Elle est charmante, très forte vu les circonstances. Puis, d'une voix plus basse, complice, être mère célibataire. Depuis si longtemps briserait la plupart des gens, tout bien considéré. J'ai bu mon eau gazeuse et je n'ai rien dit. C'est ce que je faisais toujours. Le mois précédent le mariage, Mathieu m'a appelé. Il était nerveux. Je sentais qu'il avait cette façon de rire trop vite au début d'une phrase lorsqu'il s'apprêtait à aborder un sujet délicat. Chloé voulait que je te parle de quelque chose, a-t-il commencé. Et j'ai su immédiatement que Chloé ne lui avait pas simplement demandé d'en parler. Elle lui avait ordonné de m'appeler. Le plan de table de la réception. La table de Léo allait se trouver vers le fond. Vers le fond à cause de l'installation des enceintes. Le son est très fort à l'avant et elle a pensé. Mathieu s'est tu. Si Léo n'est pas à ma table, je ne viens pas, ai-je dit. Un silence a suivi. D'accord. Oui, je vais m'en occuper. Léo s'est retrouvé à ma table, 4 places plus loin. Vers le milieu de la salle. Assez près des enceintes pour que nous puissions ressentir les basses dans nos chaises lorsque le DJ a commencé à jouer. Assez près pour entendre chaque mot des toasts. Je me suis éclipsée aux toilettes après le clin d'œil de Chloé. Je suis restée assise dans la cabine pendant 4 minutes. J'ai compté mes respirations de là.
Manière que ma thérapeute, le docteur Valérie Fontaine, que je consultais un mardi sur 2 depuis 3 ans, m'avait apprise pour les moments où j'avais l'impression de sombrer. Inspirer sur 4 temps, bloquer sur 4, expirer sur 4 temps. Je me suis rappelé que j'étais là pour Mathieu, uniquement. Pour Mathieu. Je suis ressortie. Ma mère est passée près de moi dans le couloir, le visage rougi par le champagne. Et grisé par la soirée. Ne sois pas si susceptible, Aurélie, a-t-elle dit. En tapotant mon bras de sa main libre. Elle est drôle. C'est pour ça que Mathieu l'aime. J'ai souri, je n'ai rien dit. Souris, rien dit. La réception a suivi son cours. Le dîner, la danse, la découpe de la pièce. Montée. Chloé riait trop fort de tout, effleurait le visage de Mathieu toutes les quelques minutes avec la tendresse feinte de quelqu'un qui met son affection en scène pour un public. Je l'ai regardé faire le tour des tables, la main tendue, la tête penchée, ce genre de chaleur d'hôtesse qui rend magnifiquement bien en photo. J'ai mangé mon saumon. J'ai discuté avec les collègues de Mathieu. Je me suis assuré que Léo avait une part de gâteau. Et puis, quelque part entre le dessert et le premier slow, j'ai remarqué que la chaise de Léo était vide. Je me suis retournée, j'ai balayé du regard la salle, la piste de danse, le bar où il était allé chercher des limonades, le couloir menant aux toilettes. C'est alors que la musique s'est coupée, s'est arrêtée net. Un murmure a parcouru la foule près de la scène. Une petite voix a retenti dans les haut-parleurs. S'il vous plaît. Mon estomac ne s'est pas seulement noué. Il a complètement quitté mon corps. Léo se tenait seul devant le micro. Ses deux mains étaient serrées autour du pied de la même manière qu'il s'agrippe au poteau de but lorsqu'il est nerveux avant un match. Les phalanges blanches ancrées au sol, prêt. Il portait son beau blazer, le bleu marine que nous avions acheté chez Kiabi en septembre pour son concert de l'école. Et il s'était coiffé ce matin-là avec le sérieux de quelqu'un qui se prépare à un événement important. La salle s'est tue, habitée par ce silence perplexe propre à deux. Sans personnes qui ne comprennent pas encore ce qu'elles ont sous les yeux. Je m'appelle Léo, a-t-il dit. Sa voix ne tremblait pas. Aurélie est ma maman et j'ai besoin de dire quelque chose. Le sourire de Chloé s'est évanoui. Mathieu s'est redressé à moitié de sa chaise à la table d'honneur. Elle fait deux boulots, a poursuivi Léo. Il ne lisait pas de notes. Il y avait réfléchi. Peut-être depuis plus longtemps que ces 20 dernières minutes. Peut-être. Ai-je réalisé avec une boule dans la gorge, depuis des mois, accumulant tout cela en lui. Elle m'aide pour mes devoirs alors qu'elle est épuisée. Elle a économisé pendant 4 mois pour que je puisse jouer au foot. Il s'est interrompu. Cette pause était délibérée, de la façon dont la pause d'un enfant de 9 ans est délibérée lorsqu'il a répété quelque chose d'important dans l'obscurité de sa chambre. Elle est restée éveillée toute la nuit quand j'ai eu une pneumonie. La salle était parfaitement, complètement silencieuse. Vous vous êtes tous moqués d'elle, a-t-il dit. Et personne ne l'en a empêché. Il a regardé directement ma mère. Mamie, son menton s'est levé. Tu as dit que personne ne voulait d'elle. Il a difficilement dégluti. Moi. Je la veux tous les jours. Je la veux au petit déjeuner. Je la veux quand j'ai peur. Une autre déglutition. Alors, peut-être qu'il ne faut pas traiter les gens de déchets. La bouche de ma mère s'est entr'ouverte. Aucun son n'en est sorti. Mathieu avait traversé la pièce. Il a atteint les marches de la scène. Champion. Allez, donne-moi le micro. Tu ne l'as pas arrêté, a dit Léo en reculant d'un pas. Tu avais promis que tu serais toujours ma famille, mais tu es juste resté assis là.
C'est alors que Mathieu s'est figé. C'est à ce moment-là que j'ai vu la prise de conscience le frapper. Ce n'était pas de l'offense, ni de l'embarras, mais quelque chose de pire. La lucidité. Une femme plus âgée s'est levée au fond de la salle. Des cheveux argentés, un blazer sombre, une voix forte comme du métal trempé. Cet enfant, a-t-elle annoncé à l'assemblée, est la seule personne décente dans cette pièce. Un applaudissement, puis un autre, puis encore un autre. Et bientôt, la moitié d'eux. La salle était debout. Pas tout le monde, pas Chloé, pas ma mère, pas la sœur de Chloé, mais suffisamment de personnes. Suffisamment pour que le tumulte emporte toutes les méchancetés qui avaient été dites ce soir-là, comme une marée montant sur un feu. J'ai couru vers la scène et j'ai serré mon fils dans mes bras. Il a lâché le micro. Celui-ci est tombé avec un bruit sourd sur le tapis, tandis que Léo blottissait son visage contre mon épaule. Il tremblait légèrement. Ce tremblement particulier de quelqu'un qui a accompli un geste terrifiant et qui s'autorise seulement maintenant à en ressentir l'effet. Je suis désolé, maman, a-t-il chuchoté. Ne t'avise pas de t'excuser, lui. Ai-je répondu dans les cheveux. Ne t'avise surtout pas de le faire. Je le serrai fort en sentant les applaudissements autour de nous, sans regarder ma mère, sans regarder Chloé, sans regarder Mathieu. Et puis, la voix de Chloé a transpercé les applaudissements comme une lame. C'est de la folie. Le DJ lui avait rendu son micro. Elle se tenait debout, le menton levé, adoptant la posture caractéristique de quelqu'un qui a décrété que l'attaque était la meilleure défense. C'est un enfant. Il ne comprend pas ce qu'il raconte. Elle a regardé Mathieu. Maîtrise ta famille. Maîtrise ta famille. Mathieu s'est tourné vers elle lentement, délibérément. De cette façon dont on fait face à une réalité que l'on s'efforçait d'ignorer depuis longtemps. Quelque chose a bougé dans son regard, quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur le visage de mon frère. Une résolution ancienne et définitive. Tu veux que je maîtrise ma famille, a-t-il demandé. Chloé a levé le menton. Oui. Mathieu a regardé notre mère, puis de nouveau son épouse depuis environ 4 heures. Alors je devrais peut-être commencer par raconter à tout le monde ce que tu as dit sur Aurélie avant la cérémonie. Le visage de Chloé est devenu livide. Les mots suivants de Mathieu ont duré 17 secondes et ont coûté à Chloé Hébert Mercier tout ce qu'elle avait minutieusement construit au cours des 18 derniers mois. Il n'a pas crié. Il n'a pas joué la comédie. Il a utilisé cette voix posée et directe qu'il employait sur les chantiers depuis de nombreuses années. Celle qui disait simplement, voici ce qui s'est passé, et maintenant nous le savons tous. Il a raconté à l'assemblée que 2 heures avant la cérémonie, alors que ses témoins étaient dans la loge de la mariée pour récupérer quelque chose, il n'a pas précisé quoi. Il avait surpris une conversation téléphonique de Chloé. Il a décrit sa voix enjouée, rieuse, cette voix qu'elle prenait pour se donner en spectacle. Ce qu'elle avait dit, Mathieu l'a répété devant les 200 invités et un DJ qui avait sagement choisi de laisser les micros ouverts. Aurélie, c'est le cas social de la famille. Ça l'a toujours été. Mathieu culpabilise pour sa pauvre sœur mère célibataire, alors il l'a invitée avec le gosse. Je vais m'assurer qu'elle comprenne bien sa place ce soir. Ça va être drôle, croyez-moi. Ce n'était pas un dérapage, ni l'alcool. Un plan discuté, confirmé et exécuté. La salle est devenue plus silencieuse qu'elle ne l'avait été, même pendant l'intervention de Léo. Chloé a balbutié, ce n'est pas. Tu sors ça de son contexte. Il n'y avait aucun contexte. Mathieu a répliqué, j'ai entendu tout l'appel.
Mathieu. J'attendais, a-t-elle tenté. Il a poursuivi, je me suis assis pour le dîner et j'ai attendu que tu t'excuses. Je me répétais que j'avais peut-être mal entendu. Que je me trompais sur ton compte. Il s'est arrêté. Léo a 9 ans et s'est tenu devant ce micro. 9 ans. Et il a fait preuve de plus de dignité que quiconque dans cette pièce ce soir. Il a marqué un temps d'arrêt. Je demande à tous ceux qui sont ici ce soir parce qu'ils m'aiment de bien vouloir profiter du reste de la soirée. Le bar est ouvert, il y a de la pièce montée. Je vais aller avoir une discussion très importante avec mon épouse. Il est descendu de scène. Il est passé devant moi. Il s'est arrêté, posant brièvement sa main sur l'arrière de la tête de Léo. Léo a levé les yeux vers lui. Je suis désolé, bonhomme, a dit Mathieu. Léo a hoché la tête une fois, lui pardonnant quelque chose. De cette manière dont les enfants pardonnent, totalement, immédiatement et sans fioriture. L'histoire ne s'est pas arrêtée au mariage. C'est rarement le cas. Le premier appel que j'ai reçu provenait du cabinet du docteur Valérie Fontaine. En réalité, je lui avais envoyé un message ce soir-là, avec seulement ces mots. Quelle soirée mémorable. Elle m'a appelé à 8 heures le lendemain matin. Un samedi, ce qu'elle n'avait encore jamais fait. Racontez-moi, a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un instant. Et Léo a vraiment dit d'éviter de traiter les gens de déchets? Oui, il l'a dit. Aurélie, a-t-elle murmuré, cet enfant vous regarde avancer avec dignité face à l'adversité depuis des années. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je n'avais pas pleuré dans la cabine des toilettes ce soir-là. J'ai pleuré au téléphone avec ma thérapeute, un samedi matin dans ma cuisine, alors que Léo dormait dans la pièce d'à côté. Le deuxième appel provenait d'un numéro que je ne connaissais pas, une certaine Marguerite de Beaumont. Elle s'est présentée comme associée principale d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, Beaumont et Associés, et s'est fait connaître comme la femme aux cheveux d'argent qui s'était levée au fond de la salle. Elle s'était apparemment rendue au mariage en tant qu'accompagnatrice d'un ami d'université de Mathieu. Je veux être claire? A-t-elle précisé, je ne vous appelle pas à titre professionnel. Je vous appelle parce que j'ai vu se dérouler hier soir un événement que j'ai trouvé véritablement remarquable. Elle a marqué une pause. Votre fils a livré un meilleur témoignage que la moitié des témoins avec lesquels j'ai travaillé en 30 ans de carrière. J'ai ri. Un vrai rire, de ceux qui vous surprennent. Vous-même. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Des conseils juridiques, des contacts, n'importe quoi. Je l'ai remercié et lui ai dit que tout allait bien. Je n'en doute pas, a-t-elle répondu. Je voulais simplement m'assurer que vous sachiez qu'il y avait hier soir une salle entière de personnes qui ont parfaitement vu ce qui s'est passé. Le troisième appel est venu de Mathieu. Il a téléphoné le dimanche. D'après ce que j'avais compris, il logeait dans l'appartement de son ami Marc. Chloé était retournée chez ses parents. Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit. Et je veux que tu saches que je suis conscient que j'aurais dû te le dire plus tôt. 3 semaines avant le mariage, il avait remarqué que Chloé avait envoyé un message groupé à ses demoiselles d'honneur. Il n'était pas censé le voir. Elle avait pris son téléphone par erreur pour envoyer un message, et il avait aperçu sur l'écran, avant qu'elle ne le verrouille, une discussion avec les demoiselles d'honneur où apparaissait son prénom, mon prénom, et la mention, la situation. Des toasts. Il ne lui en avait pas parlé. Il s'était dit que ce n'était probablement rien. Des histoires de robes de mariée. J'ai été lâche, a-t-il
Avoué. Oui, ai-je répondu. Je sais. Pourquoi me racontes-tu ça maintenant? Parce que, a-t-il dit d'une voix qui trahissait une vive émotion. Parce que Léo m'a regardé dans les yeux et a dit que j'avais promis d'être toujours sa famille. Et j'avais fait cette promesse. Pourtant, je suis restée là. Sans bouger. Je n'ai rien dit pendant un moment. Il t'a pardonné, ai-je fini par déclarer. Je l'ai vu le faire. Je ne le mérite pas. Probablement pas, ai-je acquiescé. Mais il a 9 ans. Il n'a pas encore la capacité de garder rancune. D'ici à ce qu'il en soit capable, j'attends de toi que tu aies regagné son estime. Mathieu a ri doucement, puis s'est arrêté. Aurélie, je. Pas encore, ai-je dit. Laisse-moi un peu de temps. C'est ce qu'il a fait. Ce qui a suivi a été plus calme que le mariage, mais bien plus lourd de conséquences. La conversation téléphonique de Chloé, celle que Mathieu avait surprise, a pris une importance juridique lorsque l'avocat de Mathieu, maître David Dupuis, spécialiste en droit de la famille, a commencé à rédiger les documents de séparation. Je ne connais pas les détails de ce qui a été déposé au dossier. Ce que je sais, c'est ce que Mathieu m'a rapporté, confronté à un compte-rendu formel des faits par un avocat fort de 32 ans d'expérience dans les affaires familiales et arborant l'expression de celui qui a déjà tout entendu et à qui on ne la fait pas. Chloé a cessé de prétendre que l'appel téléphonique était sorti de son contexte. Elle a commencé à affirmer que le discours de la soirée était une sorte de plaisanterie qui avait simplement été mal interprétée. La réponse de Maître Dupuis, selon Mathieu, a été catégorique. Une plaisanterie exige que la personne visée soit de connivence. Ce n'était pas son cas. Je ne sais pas si Mathieu et Chloé finiront par divorcer. C'est leur couple. Ce que je sais, c'est qu'aux dernières nouvelles, ils vivaient séparément et que Chloé avait discrètement quitté son poste de responsable des relations clients. En d'autres termes, l'entreprise l'avait invité à chercher d'autres opportunités professionnelles, ce qui est le langage policé du monde des affaires pour signifier la porte de sortie. Tout cela s'est produit après que l'histoire du discours du mariage a fait le tour de leur cercle social. Il s'est avéré que plusieurs invités présents ce soir-là travaillaient dans l'entourage professionnel de Mathieu, et les gens parlent. Les gens avaient vu Léo devant ce micro. Ils l'avaient regardé fixer sa grand-mère et dire « Moi, je la veux ». C'était le genre d'histoire qui se propageait inévitablement. La femme aux cheveux d'argent, Marguerite de Beaumont, m'a envoyé une carte. Environ 2 semaines après le mariage, écrite à la main sur un papier à lettres épais de couleur crème. Elle disait « J'ai passé 30 ans dans les prétoires. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il est rarement nécessaire de mettre la vérité en scène. Il suffit de l'énoncer clairement, au bon moment, par la bonne personne. Votre fils l'a compris d'instinct. Élevez-le bien. Je l'ai encadré. Elle est accrochée dans la chambre de Léo, à côté de son ruban de premier prix obtenu au concours de sciences de CM1, et d'une photo de nous deux. Au Groupama Stadium de Lyon, prise l'été où il s'était pris de passion pour l'Olympique lyonnais. Ma mère m'a appelé un mardi soir, 3 semaines après le mariage. J'étais installée sur le canapé en train de corriger des modules de formation continue pour mon travail, et Léo était dans la cuisine en train de faire ses devoirs. Elle m'a appelé depuis son téléphone portable, qu'elle utilise très rarement. Elle préfère le téléphone fixe parce qu'elle se méfie de ce qu'elle appelle le réseau cellulaire. J'ai répondu. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, j'ai réfléchi. D'accord, ai-je dit. Ce que j'ai dit était méchant. Pour ma mère, c'était une déclaration considérable. Elle n'a jamais été le genre de femme à présenter des excuses spontanément. C'est plutôt le genre de personne
à remplacer les regrets par de la proximité physique. Elle préfère débarquer avec un plat de lasagne plutôt que d'avoir une discussion difficile. Le fait qu'elle ait appelé pour le formuler de manière si directe en utilisant le mot méchant signifiait que cela la travaillait sérieusement. J'ai été emportée par la soirée, a-t-elle ajouté. Je pensais que Chloé était. Elle s'est interrompue. Je pensais qu'elle était amusante. Je n'ai pas pensé à toi. Tu as ri, maman. Je sais. Léo t'a vu rire. Elle est restée silencieuse un long moment. Je sais, a-t-elle répété. Et cette fois, le mot avait une texture différente, plus lourde, comme un fardeau qu'elle s'était efforcée de dissimuler et qu'elle acceptait enfin de poser sur la table. Nous avons discuté pendant 40 minutes. Ce n'était pas une réconciliation définitive. Ma mère reste ce qu'elle est, et les rancœurs accumulées entre nous au fil du temps sont trop ancrées pour s'effacer en un seul coup de fil ou après un fiasco de mariage. Mais ce fut la conversation la plus honnête que j'ai eue avec elle depuis des années, peut-être de toute ma vie, car pour la première fois, les non-dits ne stagnaient plus silencieusement dans un coin de la pièce. Léo s'était avancé vers le micro et les avait pointés du doigt. À la fin de l'appel, elle a dit « C'est un enfant remarquable, Aurélie. » Vraiment. J'ai répondu « C'est grâce à ton éducation. » J'y ai contribué. En partie, ai-je répondu, et il a fait le reste. J'écris ces lignes 8 mois après le mariage de mon frère. Voici ce qu'il en est aujourd'hui. Léo a été sélectionné dans l'équipe d'élite de son club de football. Il joue milieu de terrain gauche, ce qui est, m'a-t-on dit, un poste à responsabilité, même si j'avoue que mes connaissances en tactique de football se limitent à ce que j'ai pu assimiler en passant 3 ans sur le bord du terrain. Il a 9 ans, et il court comme s'il avait un endroit très important où se rendre. Je fais toujours 2 boulots, bien que j'ai pris 2 gardes supplémentaires dans le service d'orthopédie, ce qui rend mes heures au centre de santé moins indispensables. Ma situation n'est pas encore des plus aisées, mais je ne compte plus chaque centime jusqu'à la fin du mois. Mathieu et moi dînons ensemble une fois par mois. Il vit toujours dans l'appartement de Marc. Les démarches administratives, me dit-il, suivent leur cours. Il ne parle pas de Chloé avec amertume, mais plutôt avec la lassitude tranquille de quelqu'un qui réalise qu'il était amoureux d'une version de personne qui n'existait pas réellement. Il apprend qu'il faut du temps. Ma mère est venue assister à l'un des matchs de football de Léo en octobre. Elle est restée assise sur une chaise pliante à côté de moi pendant 90 minutes et l'a regardé courir. Lorsqu'il a marqué un but, elle m'a attrapé le bras. Oh, a-t-elle dit comme si cela la surprenait. Oh, Aurélie. Je l'ai laissé me tenir le bras. Ce n'est pas tout à fait du pardon, mais c'est un début. Voici la dernière chose que je souhaite exprimer. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, plusieurs personnes des collègues, des amis, et Marc, l'ami de Mathieu, que j'ai brièvement croisé lors d'un repas de famille m'ont toutes dit à peu près la même chose, tu devais être tellement fière de Léo. Et je le suis. Je suis si fière de lui que, parfois, ce sentiment pèse sur ma poitrine comme une force que je ne sais comment exprimer. Mais voici ce à quoi je pense encore plus qu'à la fierté. Je pense au fait que mon fils de 9 ans ait estimé que c'était nécessaire. Je pense au fait qu'il m'avait regardé sourire et me taire pendant assez longtemps. Pour décider secrètement, dans son coin, que si personne d'autre ne prenait la parole, il le ferait. Je pense à la façon dont ses mains étaient crispées sur le pied du micro. Je pense aux 4 mois durant lesquels il m'a vu calculer mentalement le montant de mes courses, emballer les restes et lui dire « Nous ferons cela l'année prochaine, à propos des sorties, du matériel et des choses
Qui demandait de l'argent que nous n'avions pas tout à fait. Et je me dis qu'il n'aurait pas dû avoir à faire cela. Aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à s'avancer vers un micro lors du mariage de son oncle pour expliquer à 200 adultes que sa mère a de la valeur. Elle aurait dû le savoir. Elle-même dès le départ. Elle y travaille. L'article en solde à l'étiquette déchirée est rentré du mariage à 22h47. Son fils dormait à l'arrière de sa Renault Clio, son blazer posé sur le visage en guise de masque de sommeil. Elle est restée assise dans le parking souterrain pendant 3 minutes avant de monter, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle avait besoin de s'arrêter de trembler avant de le porter jusqu'à son lit. Elle l'a porté jusqu'à son lit. Elle est retournée travailler le lundi. Elle est toujours là.